Et salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des momies de Nazca. Pour rebondir en fait sur une petite vidéo que je regarde depuis 2-3 jours qui concerne les momies de Nazca. Et j'avais envie de partager parce que j'ai beaucoup aimé ce reportage. Tout simplement qui m'a ramené à cette information qui a été divulguée, en tout cas que moi j'ai appréhendée, je crois en 2018 me semble-t-il, un petit peu comme ça sans avoir cherché parce que j'entendais l'information et puis ça a été relayé je crois par... Alors remettez en question tout ce que je raconte, hein, parce que je relais des informations qui ne sont pas les miennes, donc je peux ne pas bien relayer. En 2018, lorsque je participais à un salon, le salon Parage à Bugarach, organisé par Nicolas Rouget. Parage, un festival autour du catharisme, de la spiritualité, de la science. Et donc je vais vous donner tous les protagonistes parce qu'en fait c'était relativement intéressant, toutes les personnes qui ont été réunies par Nicolas Rouget. Donc Nicolas Rouget, qui était écrivain, qui a été pendant 6 ans ou 7 ans écrivain dans le magazine Le Nexus, David Denry, que j'ai rencontré moi à l'occasion lorsque je suis arrivée dans l'Aude et qui m'a invité à ce festival pour évoquer la géométrie de la fleur de l'unité. Et j'ai participé 2 années à ce festival que je trouvais très très intéressant. Et là notamment cette année 2018, il y avait voilà, il y avait des intervenants tels que donc Alexandre Rouget, bien sûr, qui parle de son livre, qui est aussi écrivain autour du catharisme et plein d'autres choses. Il y avait Anton Parks, il y avait Dan Winter, Christelle Lissy, donc moi-même, Bernard Champagneur, E. Sanchez et D. Rhodes. Je ne sais pas qui c'est en fait. J'ai pas rencontré tout le monde hein, lors de ce festival. Mais je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'était vraiment un mélange de spiritualité, de science. Georges Kies, qui est une personne que j'aime beaucoup, que je connais, qui est un protagoniste, un écrivain spécialiste sur les Templiers, le catharisme, je crois. Jean-Paul Biberian, Jean-Michel Pousse, Jocelyn Morrison, euh, et, euh, et d'autres intervenants. Tony Serron. Bref, je ne vais pas tout énumérer, mais c'était pour vous évoquer. Et moi, ça m'a remis dans ce contexte-là que j'avais complètement oublié, parce que j'ai participé à pas mal de salons, j'ai fait pas mal de conférences un petit peu partout. Et là, je remercie du fond du cœur, justement, à l'époque, Nicolas Rouget de m'avoir invité. Donc, c'était autour de Rennes-le-Château, évidemment, dans l'Aude. Hein, et c'est beaucoup le Rennes-le-Château, les Cathars, les Templiers. Mais il y avait également la science et la spiritualité. Et moi, je faisais partie des protagonistes qui parlaient de la science. En tout cas, pour ma part, c'est science et spiritualité, ça correspond pour moi à la fleur de l'unité. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il y avait toute une information qui était justement qui était en train d'être révélée autour de cette polémique des momies de Nazca. Et moi, de mémoire, je me souviens que c'était à ce moment-là, j'avais des échos, qu'il y a beaucoup de protagonistes et d'intervenants qui étaient ici, qui parlaient de cet événement, qui, je crois, a été relayé par Nurea TV, me semble-t-il, parce que j'ai des mémoires d'une conférence avec des personnes officielles relatives au gouvernement du Pérou et certainement des archéologues, je ne sais plus quel type d'intervenants, différentes personnes qui venaient qui expliquaient et qui révélaient en fait toute cette affaire autour des momies de Nazca. Et moi, bon, j'étais pas plus, on va dire, voilà, je suis pas plus, on va dire, c'est pas des choses qui ça m'émerveille, mais comme pour moi, je suis persuadée et je sais déjà que les extraterrestres, entre guillemets, c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. Mais en tout cas, quand quelque chose peut être plus ou moins révélé et de façon tangible, notamment ici à travers la découverte de momies, entre guillemets, aliens, qui ont été évidemment... euh, qui ont été vérifiées et occultées, sculptées sur toute leur couture, hein, prélèvements, radiographie, une multitude de choses.
Et donc, ben voilà, je me souviens qu'il y avait une grosse polémique, et puis moi je trouvais ça très intéressant. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient vers moi pendant ce salon pour me parler de ces momies, il y avait des photos, etc. un peu partout. Et puis, et voilà, je me suis pas intéressée outre mesure. Je me suis dit, ah, c'est super, c'est génial. La conscience humaine est en train d'évoluer grâce à des personnes qui ont découvertes. Mais même quand il y a des découvertes, c'est pas toujours évident de mettre ça au grand public et puis de ne pas être, on va dire, recouvert et occulté, ou que les choses sont la plupart du temps sont récupérées. Hein. Ici, bas sur Terre, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Parce que des découvertes, je pense qu'il y en a eu lieu depuis longtemps, très 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 longtemps, sur différents sujets UFO, extraterrestres et avérés, enfin voilà, des réalités tangibles, mais très souvent qui ont été récupérées, occultées, on a taxé de fake, il y a de la désinformation pour cacher, 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 cacher. Et puis là, ben, comme par hasard, comme voilà, de temps en temps le soir, je regarde des vidéos pour me divertir, et essentiellement sur des traitements UFO ou extraterrestres. Et je retombe sur cette vidéo, et ben, là j'approfondis et ça fait des corrélations justement par rapport à cette information que j'ai moi entendue, qui est venue vers moi pendant ce festival en 2018 sur la science et la spiritualité auquel je participais. Euh, et donc ben, j'en ai su un peu plus du coup, et j'ai trouvé ça passionnant. Un peu plus parce que j'ai su, ben, la personne qui était interviewée, c'était vraiment le protagoniste, la personne qui a entre guillemets découvert les momies et qui a mis en lumière cette affaire contre vents et marées, qui est un archéologue qui s'appelle, alors je vais pas écorcher son nom parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le personnage. Je vais donc, il s'appelle Thierry Jamin, Jamin, qui est un archéologue français. Et donc la vidéo en l'occurrence, c'est une vidéo qui date d'il y a un an en arrière. Voilà, j'ai un petit peu comme ça surfé, trouvé, et puis je me suis dit tiens, Momie de Nazca, ça me rappelle quelque chose. Effectivement, c'était en 2017 ou 2018, voilà, 18 que j'ai entendu parler de ça. Et là, c'est une vidéo qui a été relayée par une interview relayée par Immedia, Himmedia. J'imagine que vous connaissez. Moi, je découvrais en fait Immedia. C'est la deuxième vidéo que je regarde de la part de cette chaîne. Et donc, la vidéo, elle s'appelle Quantique Planète, les momies non humaines de Nazca. Thierry Jamin, partie 1 et partie 2. Donc c'est une interview très 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 longue à mon sens, mais j'ai regardé toute la première quasiment, parce que le monsieur qui est archéologue part du début, hein, pour celles et ceux qui sont en quête de preuves ou tangibles, ou du sérieux de la personne. C'est toujours pareil, là, hein. Toujours pareil, on relaie de l'information et on prend au sérieux une information quand elle provient de quelqu'un qui a des diplômes, qui a une expérience, qui est en lien avec des sommités. Si par contre vous êtes Christelle d'ici, ou un UFO, ou quelqu'un qui fait des projections de conscience, qui a un corps astral, qui se balade et qui a accès à une multitude d'informations, si vous n'êtes pas ultra connu, ben, c'est très difficile de faire passer, en tout cas de se faire passer au sérieux. En même temps, bon, moi je cherche pas qu'on me prenne au sérieux, je m'en fous en fait, en gros. Mais c'est vrai que c'est important aussi quand il y a des personnes qui trouvent des faits, qui sont en lien avec, parce que ce monsieur-là est un archéologue diplômé et surdiplômé, qui a une expérience de 20 ans ou 30 ans, peut-être même plus, toute sa vie archéologue, passionné d'archéologie péruvienne. Donc il est essentiellement basé au Pérou, il a travaillé sur différents projets, notamment en recherche de sites de Papaititi ou quelque chose de ce genre. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo 1 et 2 parce que pour ma part, c'était passionnant. Donc ça a duré beaucoup, 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 ça a beaucoup de temps pour expliquer sa condition d'archéologue bien terre à terre, qui fonctionne avec des faits, avec des examens, avec des prélèvements, avec des choses bien terre à terre, et que ce monsieur-là, de fil en aiguille, a été amené à être en contact avec certaines personnes qui ont mis entre ses mains ces momies de Nazca. Donc de ce que de ce que j'ai compris, hein, c'est peut-être que je restitue pas correctement. Je vous invite à vérifier, à faire vos propres vérifications à ce sujet, parce que je relais à ma façon. Donc je peux faire des erreurs, et je m'en excuse à l'avance. Il semblerait que une de ces momies soit arrivée entre ses mains via un pilleur de tombes, hein. Donc c'est un nom péruvien, je crois que c'est Huacaros, quelque chose de ce genre, je suis pas certaine du tout. Bref, pilleur de tombes, sans jugement aucun, hein. Imaginons, c'est un personnage qui
est en recherche de trésors archéologiques, et puis quand on trouve ces trésors-là, eh bien on prend tout ce qu'on trouve pour vendre au plus offrant, et on se fait de l'argent de cette façon-là. Ce que je peux comprendre, parce que le Pérou, c'est pas forcément un pays où les gens sont très riches, et donc chacun fait comme il peut pour gagner de l'argent, voilà. Même si ça va à l'encontre des mœurs, des bonnes mœurs, on va dire. Et donc, bah, c'est un pilleur de tombes qui a découvert avec son équipe, vraisemblablement, ces momies, et qui a souhaité mettre ça en lumière, ou peut-être monnayer à travers cet archéologue. Et donc cette momie est arrivée jusqu'à lui. De mille et une façons, il explique très très bien son parcours, ce monsieur-là. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et donc il l'explique dans le détail, en fait, hein, comment il a rencontré, de quelle façon ce monsieur qui est pilleur de tombes, voilà, qu'il a recherché. D'abord, il est rentré en contact avec une autre personne, puis ensuite il a trouvé cette autre personne qui était à l'origine, et qui a trouvé ce site en dessous, vraisemblablement sur le site des lignes de Nazca. Pour celles et ceux qui connaissent les lignes de Nazca, c'est mondialement connu, hein, je pense même que ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, ces fameuses lignes qu'on voit avec une vue aérienne essentiellement, qui sont assimilées à une multitude de choses. Certains parlent de pistes d'atterrissage, ovnis, d'autres. Bref, en sachant que le Pérou est un lieu vraisemblablement de manifestations UFO d'une façon très importante. Ça m'étonne pas d'avoir entendu ça, parce que ça a été le premier pays pour moi qui a engagé mon tour du monde en 2012, quand j'étais totalement guidée par ma conscience, et ma conscience me disait, bah voilà, tu vas commencer par là, ensuite là, là, là. Ça m'indiquait le chemin pour moi-même, pour des reconnexions, notamment là ça parlait de reconnexion au matriarcal androgyna originel, via Machu Picchu, Melac Titicaca, Tiwanaku et plein de lieux. Mais avant de partir à mon tour du monde, pour mon tour du monde en 2012, j'ignorais en fait que j'étais en quête d'une origine extraterrestre, surtout particulièrement les miennes. Notamment, je vais faire référence aux êtres bleus. Donc, j'ai pas fait exprès, je suis en bleu aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est les découvertes que j'ai faites, surtout au Pérou et partout après dans le monde, relatif à plein d'origines extraterrestres que j'ai trouvées sur les abords du lac Titicaca, au Machu Picchu et plein d'autres endroits. Voilà, donc en fait, ils auraient trouvé ce groupement de pilleurs de tombes. J'aime pas tellement ce terme, mais bon, voilà, de personnes qui font du commerce d'œuvres et d'artefacts ou archéologiques. Ils auraient trouvé un endroit, et donc il relate son histoire à ce fameux archéologue qui a réalisé cette interview là, Thierry Jamin ou Jamine. Thierry Jamin, qui a mis en lumière cette affaire, et qui du coup qui s'est avéré vrai, enfin vrai avec des faits, des prélèvements d'ADN, et avéré qu'effectivement ces momies sont non humaines, donc avec 3 doigts, avec différentes espèces, etc. Et donc il y a eu d'abord cette rencontre avec cette personne qui lui relate son expérience. Imaginez, vous êtes une équipe de pilleurs de tombes, entre guillemets, hein, Indiana Jones, vous cherchez des trésors, et vous tombez sur une entrée sous le plateau de Nazca, qui présente vraisemblablement un fort champ magnétique où rien ne fonctionnait. Et puis ils se sont installés dans cet espace, et là ils ont trouvé différentes momies. Alors momie, vraisemblablement, c'est pas le terme de ce que j'ai vu sur une autre vidéo. C'est parce que momie, ça fait référence à un savoir-faire égyptien où il y a un embaumement, il y a un savoir-faire, voilà, on embaume. L'embaumement, ça veut dire qu'on enlève les viscères, qu'on met des produits spécifiques dans le corps, et puis dans une dynamique de, on va dire, préserver le corps, mais enlever de ses viscères, etc., etc. Alors que là, il semblerait que ce n'est pas ce procédé. Ils ont trouvé des momies entières, c'est-à-dire elles étaient desséchées par un processus différent, avec une espèce de poudre qui entourait ce corps. Ils ont assimilé cette poudre à de la terre de diatomée, que je connaissais parfaitement bien, ça m'a ramené à moi d'ailleurs. Et c'est donc des individus, des êtres qui avaient toutes leurs viscères, toutes leurs peaux, les tendons, tout en fait. Tout mais desséché. Voilà, et avec différentes tailles. Donc il y avait différentes espèces, vraisemblablement, qui ont été découvertes par ces personnes. Donc des êtres entre guillemets humanoïdes, bras, jambes, etc., de quelques centimètres de haut, c'est-à-dire je crois 10 à 15 centimètres. Je ne vais pas dire tout à fait la vérité, hein, j'en suis désolée, faites vos recherches. À 17 cm, à 50 cm, jusqu'à 1,70 m.
avec des constitués d'une façon différente. Ils ont trouvé des grandes mains de 70 cm avec trois doigts. Et chaque momie, entre guillemets, je vais l'appeler momie parce que c'est plus simple, même si c'est pas le même procédé. Eh bien, ils leur ont donné un nom, dont une qui s'appelle Maria, je crois. Maria, donc je crois que c'est la plus connue, justement, qui est celle qui fait 1,70 m, qui est une femme. D'ailleurs, je la trouve très très belle sur la photo, hein, elle est recroquevillée comme ça. Et donc, bref, ils rentrent là-dedans, ils trouvent toutes ces momies, et puis ils s'installent plus ou moins pour certainement faire des recherches plus approfondies. Et dans leurs différents périples, donc à ces pilleurs de tombes, eh bien, ils ont même eu affaire à des rencontres d'aliens en direct live. C'est-à-dire des aliens vivants, certainement, avec qui alors en fait, ils se sont pas Thierry Jamin s'est pas trop étalé sur ce sujet, hein, parce qu'en fait, il relatait les dires de ce fameux pilleur de tombes qui est venu vers lui et qu'ils ont rencontré, et qui était le protagoniste de la première momie, qui est venu vers Thierry Jamin et qui a ensuite enchaîné sur tout le reste, hein, toute l'affaire qui a été révélée. Et donc, il relate, lui, son expérience avec son équipe. Et donc, moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que dans cette rencontre avec des aliens, alors morts d'une part, et vivants, c'est-à-dire qui interagissaient, hein, il semblait, selon cette personne-là, ce pilleur de tombes, que c'était peut-être un centre de recherche ou un centre génétique où il faisait de la manipulation, des choses comme ça. Alors évidemment, c'est une interprétation, mais moi je prends tout parce que j'ai l'esprit très très ouvert et toutes les sensations sont justes, on va dire, réalités de chacun sont justes pour moi, je prends ce qui me parle en tout cas. Et là, dans les personnages qu'il a vus, alors je ne sais pas dans quel contexte c'était dans cette grotte, mais comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont été vus, est-ce qu'ils se sont vus l'un les autres, les uns les autres ou pas, il s'est pas trop étalé là-dessus, c'est bien dommage parce que à un moment donné, il a décrit un des êtres et il semblait que c'était une femme. Alors c'est rigolo parce qu'on a affaire à des humanoïdes à un moment donné, ils font référence à E.T. Hein. Il y en a un qui a qui a une tête un peu comme E.T., comme dans le film E.T., tout petit. Un autre cette femme qui ressemble plus à une humanoïde avec ses crânes allongés. Les crânes allongés, c'est vraiment, ça fait partie en fait de l'archéologie péruvienne et plein de crânes dans le monde ont été en Égypte, un peu partout. Je crois que même au Mexique, etc., ça a été retrouvé. Alors il y avait les crânes humanoïdes et puis les crânes qui sont pas du tout humanoïdes, mais ça a toujours fait l'objet de polémiques. Hein. Moi, j'ai été un peu partout dans le monde justement pendant le tour du monde et pendant plein de voyages toute ma vie où j'ai été voir sur place ce qui notamment était expliqué, ou peut-être pas forcément expliqué, mais j'ai vu dans des musées des choses complètement folles avec comment dire, des statues à l'effigie de reptiles, avec des crânes allongés, avec des têtes de reptiles, j'ai vu des cosmonautes. Hein, là, je vais ramener ça ramène un petit peu ça m'a ramené un petit peu au Vimanas de la culture indienne. Donc là, on voit clairement sur une grosse dalle, hein, au musée de l'homme, je crois, au musée de l'histoire naturelle, je crois, de Mexico. Je sais plus si c'est l'histoire naturelle, mais bref, le gros musée. Et là, on la voit, cette dalle, carrément, elle est planquée, par contre, hein, il faut vraiment la trouver. Et c'est pas le fruit du hasard, hein, tous les artefacts, les choses qui sont un peu bizarroïdes qui ont été retrouvées, souvent sont planquées et disséminées un peu partout dans le monde, dans les musées. Mais quand vous y allez, à Tiwanaku, il y a un musée aussi où il y a une porte des étoiles, où il y a des trucs complètement extraterrestres que vous observez. Là on se dit, mais c'est pas possible. Vraiment, les gens ont des pots de saucisson devant les yeux. Il y a des preuves de partout. Enfin, c'est pour celles et ceux qui cherchent. Et donc là, en fait, dans le récit, pour revenir au récit de cette personne, il a croisé un alien qui était une femme avec les cheveux longs et de couleur bleue. Alors là, moi j'étais complètement. J'ai fait oh enfin enfin, là c'est médiatisé par Thierry Jamine parce que moi j'ai déjà rencontré des gens en direct live qui avaient observé littéralement des êtres bleus tels que moi je les avais vus. Hein. Il y a ceux qui ont des cheveux, ceux qui n'ont pas de cheveux du tout, et qui les avaient vus physiquement. Mais c'est des gens lambda que je croise et qui ne sont pas médiatisés du tout, ni des sommités scientifiques, ni bardés de diplômes, parce que c'est ce qui fait foi ici-bas sur Terre, hein, si on est bardé de diplômes et qu'on est en cheville avec tel ou tel gouvernement, et encore, parce que M. Jamine, apparemment, c'est quelqu'un, entre guillemets, de sérieux, hein, c'est ça le truc humain, humain duel, hein, c'est un gars sérieux, il ne se prend pas pour un illuminé. Même dans les médias, il parlait d'un gars qui se prenait pour un illuminé, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en fait, illuminé ou pas, chacun a des idées différentes et
toutes les réalités existent. Mais évidemment, pour faire passer une couleuvre, entre guillemets, à l'ensemble de l'humanité, et quand bien même, pour moi, l'humanité, si elle n'est pas prête, vous pouvez raconter n'importe quoi, même à la télé, même, vous pouvez avoir un être bleu devant vous, on peut tout remettre en question. Toujours, toujours tout. Bref, mais en tout cas, dans ce récit, moi, c'est ce qui m'a vraiment, et c'est ce que j'avais envie de partager, parce que ça fait du bien, ça fait du bien de l'entendre dans un média, entre guillemets, d'une affaire qui est avérée, et qui est en train d'être reconnue. Pour quelle raison, j'en sais rien, ou peut-être que ça fait partie de ce plan de divulgation dont j'ai entendu parler, qui fait partie d'un programme américain pour divulguer la conscience extraterrestre dans une certaine dynamique, laquelle j'en sais rien. Peu importe, ce qui est important, c'est qu'il y ait une divulgation et que ça rentre dans les mœurs progressivement, hein, parce que pour moi c'est toujours bon pour l'évolution humaine de prendre conscience qu'on n'est pas les seuls sur cette planète et il y a des choses plus importantes que notre petit nombril et qu'il y a d'autres consciences avec lesquelles on cohabite et ce depuis fort longtemps, même si ces consciences ne sont pas visibles parce que bien évidemment beaucoup plus évoluées que nous pour la plupart, peut-être pas forcément toutes, mais suffisamment pour qu'elles soient invisibles à nos yeux parce qu'elles vivent dans d'autres plans de conscience, parce qu'elles ont des capacités. Alors à un moment donné, donc il parle de cette femme en être bleu, et quand il parle de cette femme en être bleu, du coup il n'a pas élargi Thierry Jamina, il raconte ça, puisque lui certainement il a écouté, mais voilà, comme c'est quelqu'un qui travaille avec des faits, ben voilà, entendre une histoire de cette façon, il l'a certainement accueilli, mais peut-être pas accepté dans le sens où tant qu'il n'y a pas de preuves, ben voilà, ça ne peut pas être relayé comme info. Et ben moi, ça m'a fait sursauter. Et sur l'instant, boum, ça m'a fait revenir en 2018 tout de suite. Et je revu immédiatement, en parallèle, ça fait un ricochet, boum, 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 dans tous les sens, sur mes propres rencontres avec les êtres bleus, entre guillemets. Je les ai appelés comme ça parce que voilà, j'ai pas cherché à savoir où, quand, comment, d'où ils venaient. Et même si à un moment donné j'ai cherché un petit peu, mais je sentais que c'était pas forcément utile. J'avais suffisamment d'informations relatives à qui je suis, ce que je suis et ce qu'ils étaient eux. Voilà, mais ça m'a remis dans l'image, une image très nette et précise, parce que personnellement, effectivement, il y a les êtres bleus qui sont... certains êtres bleus qui n'ont pas du tout de cheveux et qui, je vais vous montrer des petites photos, c'est les premiers, je crois, que j'ai vus, qui sont venus vers moi, et qui ont interagi avec moi dans une dynamique de me préserver, parce que je vivais des choses pas géniales dans les aspects vibratoires. Donc il n'avait pas de cheveux, qui étaient très grands, très filiformes, avec une espèce de combinaison qui faisait partie de leur, comme si c'était leur deuxième peau, hein, qui était une combinaison vivante, avec des motifs sur le plastron qui semblaient des motifs qui devaient qui devaient être leurs noms respectifs et qui avaient pour dynamique, qui travaillaient pour les matrices génitrices et qui avaient pour dynamique de rééquilibrer les polarités et de travailler dans la géométrie, ce genre de choses. Ça me parlait d'Alpha du Centaure, mais il y avait d'autres informations après, parce que je remets aussi beaucoup de choses en question de ce que j'entends. Il y avait après plutôt des origines multidimensionnelles, c'est-à-dire il n'y avait pas de lieu fixe précis, mais plutôt des individus qui interagissaient dans des multidimensions, dans les changements de cycle évolutif, dans les changements de cycle évolutif, ils interagissaient sur la grille, sur la géométrie, sur tout ça. Et donc il y avait ces êtres bleus là, et puis il y en a eu d'autres que j'ai rencontrés après, qui ressemblaient, qui m'a fait penser, qui m'ont davantage fait penser à la narration de ce pilleur de tombes, parce que ça m'a connecté direct à ça. J'ai revu l'image de cette famille que j'ai senti comme un lien familial. Même si je peux me sentir en famille, en lien familial avec beaucoup de choses, à ma famille terrestre, certaines familles là, sur d'autres plans de conscience. Et là, il ressemblait davantage à des humanoïdes, c'est-à-dire ça me faisait penser plus à des Polynésiens, mais pas vraiment, mais parce qu'ils étaient plutôt dénudés, des corps parfaits, magnifiques, une peau qui ressemblait à une peau, comme une peau synthétique, parfaite, mais comme s'il était très épaisse et synthétique et d'un bleu extraordinaire. Et même avant de voir ces notions de bleu, j'avais des chats bleus qui venaient tout le temps aussi vers moi. J'avais eu des visions de chats bleus, je m'étais mise à dessiner des chats bleus, j'étais partie sur les routes aussi, notamment dans différents endroits où je m'étais retrouvée dans un musée à Sarreguemines, vers la Belgique, par là-haut, vers l'Alsace, la Belgique. Et je m'étais retrouvée dans un musée, dans une maison qui était une ancienne maison franc-maçonne, et c'était un musée où il y avait des objets égyptiens, et puis là, direct, je tombe sur un chat bleu. Alors évidemment, là, on peut se dire, voilà, basse-tête, Sekhmet, etc. Mais
moi, c'était cette notion de chat bleu. Voilà, j'étais au-delà des notions égyptiennes, même s'il y avait des corrélations quand on redescend dans la dualité, mais si on remontait plus haut, c'est comme si ce chat bleu était un gardien, était un extraterrestre, il provenait d'une autre planète et qui était là. Voilà, et ça avait commencé comme ça pour moi, et peut-être même encore bien avant aussi, vers mes 30 ans, où je me voyais moi-même toute bleue, j'avais fait des dessins de moi en bleu, mais voilà, j'avais mis ça dans le domaine de la créativité artistique de celle que j'étais, et puis c'est tout, hein. Il n'y avait rien de plus, il n'y avait pas de notion d'extraterrestre, de rien du tout me concernant. Mais là, vraiment, ça a reconnecté et j'ai revu l'image très très précise de cette femme avec les cheveux noirs, mais d'un noir lisse, brillant, magnifique, soit tiré en arrière, soit ondulé comme ça, qui semblait être ma mère, dans le moment où il y a eu ce contact, avec toute une famille derrière, c'était plusieurs, hein, comme s'ils me regardaient tous et qu'il y avait une fenêtre qui s'était ouverte. Et puis nue, avec juste quelque chose autour de la taille qui était végétal. Voilà, et des hommes qui étaient eux plutôt carrés, très carrés, avec les cheveux mi-longs, avec des gros bracelets. Voilà, et j'ai retrouvé ces notions de bracelets ben, récemment avec ces vidéos que j'ai vues ben, cet hiver hein, qui sont venues vers moi. Et puis, parce que j'ai vu à nouveau ces êtres bleus, mais là, on faisait référence à Vishnu, Ganesh, des divinités indiennes, parce qu'effectivement, on voit des êtres bleus partout, mais chaque être humain en a fait des divinités indiennes ou égyptiennes ou péruviennes, ou on s'en fout, voilà. Et on retrouve des êtres bleus un peu partout. Bah voilà, et donc j'ai retrouvé effectivement à travers cette culture hindouiste, hein, telle que le Mahabharata, donc ce fameux livre sanskrit très ancien qui relate ces anciens entre guillemets dieux, et c'est pas des dieux, c'est des extraterrestres qui sont arrivés sur la planète et qui avaient une technologie très avancée, qui était de couleur bleue. Et ensuite, la continuité, ça a été, bah, c'est devenu des êtres divinisés dans la culture hindoue, jainiste, bouddhiste, ou quelles que soient toutes les ramifications, on va dire, en Inde, mais où il y a l'évocation très clairement de vaisseaux spatials, de guerres atomiques, de technologies complètement incroyables. Et ça, il y a des millénaires en arrière, en fait. Et donc, quand je suis allée en Inde également, bah, la même chose, hein. Quand je suis allée en Inde juste avant le Covid, pareil, j'étais à Dharamshala, et puis juste à côté de mon hôtel, cette représentation de déesse bleue avec ses seins magnifiques, avec un corps extraordinaire, comme dans ma connexion à moi, hein, ils avaient tous des corps d'Apollon, les femmes étaient extraordinaires, les hommes très carrés avec ces gros bracelets-là que j'ai retrouvés à travers cette culture des dieux de l'époque des Vimanas, qui étaient les vaisseaux spatiaux utilisés par, entre guillemets, ces dieux, qui avaient des bracelets partout, comme ça, et j'ai fait la corrélation, enfin ma conscience a fait le match là, cet hiver, et là hop, ça continuait vraisemblablement sans faire exprès, c'est encore du coup, quand j'ai entendu cette narration de ce pilleur de tombes, moi c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est les êtres bleus. Je me dis, mais il y en a sur Terre, ah, merde alors, pourquoi je vais pas avec eux? Et pourtant je suis allée au Pérou, alors je me dis, mince, je suis passée à côté d'un truc, certainement. Alors bon, il y a tout à sa raison d'être, hein. Si je suis là ici dans un corps physique, je sais pourquoi, quand, comment, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, bon, voilà. On aura envie effectivement de physiquement rencontrer parce que bah, je suis incarnée et c'est vrai que la notion physique, hein, je parlais de preuves et de se dire bah, les preuves j'en ai pas besoin tout ça parce que mais en même temps quand on s'assimile à l'incarnation, bah, il y a des moments effectivement ce serait pas pour me déplaire que de rencontrer et voilà, et ça a été mes considérations quand j'ai eu cette rencontre avec ces êtres bleus autres que ceux qui n'avaient pas de cheveux. Euh, Parce qu'effectivement, quand je les ai rencontrés, j'avais qu'une envie, c'était de retourner avec eux en fait. C'est-à-dire que j'ai ressenti à nouveau ce décalage avec l'humanité, c'est-à-dire cette nostalgie de oh, je veux revenir à la maison, ne m'abandonnez pas s'il vous plaît. Et ça, c'était mon sentiment de jeunesse, c'est-à-dire quand j'étais petite et ensuite adolescente, et où il y avait cette notion de sentiment d'abandon sur cette planète et de non-compréhension d'être là et de vouloir retourner, comme l'indiquait ma maman, qui avait trouvé une bande dessinée, ce que je dessinais en fait quand j'étais petite, où je montrais les étoiles en disant je veux retourner là-haut, et que ma maman avait pensé que je voulais me suicider, alors que moi non, j'étais juste tous les jours en train de regarder le ciel et les étoiles, me dire mais qu'est-ce que je fous là sur cette planète,
il y a un problème. On a dû se tromper de la cigogne, elle s'est plantée. Voilà, donc il y a eu ça. En fait, c'est un sentiment très très relayé un peu partout sur la planète pour toutes les personnes qui débarquent et qui sont restées entre guillemets, qui sont pas totalement, se sont pas totalement, qu'on n'a pas totalement accepté notre ancrage, c'est-à-dire notre humanité en qualité d'être cosmique. Et donc, on a encore des réminiscences, mais on ne sait pas lesquelles. On sait pas, moi, jusqu'à mes 30 ans, j'avais une nostalgie de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Tout en aimant la vie aussi, parce que j'ai toujours eu plein de passions. Je suis quelqu'un d'assez vivant, voilà, j'ai pratiqué beaucoup de sport, et voilà. Mais il y avait cette nostalgie qui perdurait, et donc qui ensuite est complètement partie quand j'ai compris pourquoi j'étais là. Quand j'ai compris qui j'étais et pourquoi j'étais là, boum, tout ça s'est envolé, et j'ai accepté pleinement mon incarnation. Donc ça, je partage pour toutes les personnes qui étaient dans cette dynamique de je veux rentrer, et voilà, il s'agit de s'incarner pleinement parce que vous êtes là pour quelque chose de spécifique. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais en même temps, il y a un attrait à être sur cette planète. Voilà, même si tout n'est pas rose, il y a des choses extraordinaires à vivre sur cette planète. Mais quand j'ai eu ce contact, donc j'ai vécu ma Kundalini, la conscience qui s'est déployée dans tous les sens en 2012, etc. La fleur de l'unité, cette géométrie qui est entre guillemets une technologie entre guillemets extraterrestre. C'est vrai que de l'énoncer tel quel, c'est mal perçu, mais en gros je m'en fous. C'est ce que c'est, même si là c'est plutôt maintenant un petit peu en retrait avec ça, parce que tout ce que j'ai vécu l'été dernier ça a été très très difficile, donc j'ai mis un petit peu de côté. Et en revanche, voilà, en regardant quelques petites vidéos, il y a encore des choses qui me rattrapent, les êtres bleus notamment. Et donc, effectivement, quand j'ai eu ce contact, oui, il y a eu un moment donné de retour de nostalgie. Hein, ça a mis beaucoup d'émotions, alors que j'avais plus du tout d'émotions, j'étais pleinement dans l'incarnation et la gratitude et la joie et l'effervescence d'amour et de sentiment de bien-être à chaque instant, d'être pleinement incarné, de vivre cet amour et cette conscience dans mon cœur et dans mon corps. Et puis là, ça m'avait fait replonger, et donc ça m'avait expliqué effectivement le pourquoi du comment, la rupture au niveau de la conscience, c'est-à-dire du souvenir voilà, une de ses origines. Ne pas se souvenir parce que sinon c'est pas possible de s'incarner, parce qu'on veut retourner absolument, parce que voilà, il y a une différence effectivement en termes de fréquence et d'amour de certains endroits d'où l'on provient par rapport à la dualité ici-bas qui comporte malgré tout des difficultés, hein, parce que on est dans un monde de séparation, du coup il y a du chaos, il y a de la souffrance, il y a de la manipulation, il y a du pouvoir, et là d'où on provient entre guillemets, il n'y a pas qu'un seul endroit, mais pour certains êtres sur cette planète, c'est beaucoup plus roudoudou. Mais l'idée c'est d'incarner ce roudoudou dans ce corps pour justement faire monter les fréquences de la planète, entre autres, pour nombreux êtres sur cette planète qui sont incarnés et qui ont fait ce choix ou pas, je ne sais pas. Voilà, donc je voulais reparler de ces êtres bleus, puis je voulais vous montrer, parce que j'avais fait quelques petites esquisses, mais qui n'étaient pas proches de la réalité, en tout cas de cette femme qui était très très belle et qui était très jeune, je ne sais pas, elle semblait d'avoir d'apparence 25-30 ans, d'une conception totalement humanoïde avec des seins, mais des seins comme une poupée Barbie, quoi, en fait, hein, un corps très magnifique, très, très fin. Complètement humanoïde, des cheveux, on aurait dit que c'était synthétique en fait. Hein. Peut-être même il y avait des notions de clonage, parce que je me souviens que mon focus, hein, ça fait comme les premiers êtres bleus, que j'ai rencontrés, ma conscience a fait un focus, je sais pas si vous connaissez ce système, un boum boum, vous rentrez dans l'infiniment petit, puis comme si j'avais un télescope au bout des yeux, puis hop, 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 et là je rentrais presque dans la peau, et je voyais la qualité de peau, je me disais, waouh, mais c'est quoi cette peau, elle est extraordinaire, elle est parfaite. Un peu comme si on avait cloné ces individus, ou qui eux-mêmes se clonaient, et que c'était presque comme du synthétique, comme de la peau synthétique parfaite, aucune imperfection, après un peu comme voilà, une peau synthétique. Et les premiers êtres bleus, c'était un peu ça, mais c'était une peau, parce qu'ils voyageaient dans des espèces de sphères, voilà, un peu partout, avec des actions diverses et variées. Puis ceux-là, ils semblaient plutôt être en vacances Polynésie, Bora Bora, là, à moitié à poil, et puis c'était, la famille, youpi, on est en train de s'éclater, qu'est-ce que tu fous? Je suis sur la planète Terre, hein, j'en bave, hein. Bon, bientôt je reviens, mais je voudrais revenir tout de suite. Non, 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 fermé. La fenêtre s'est fermée, boum, d'un coup. Et voilà, j'ai dessiné, j'ai fait tout de suite une petite esquisse. D'abord, je me suis remis de mes émotions parce que ça a été dur. Et j'ai jamais montré, donc, parce qu'elle ressemblait pas du tout à la réalité. En fait, j'ai pas réussi à obtenir une réalité proche d'eux. Puis j'ai pas approfondi parce que je voulais pas me reconnecter à ça pour ne pas être nostalgique de ça.
Donc l'idée c'était complètement pleinement être incarné ici-bas et puis vivre la vie terrienne, divine et parfaite, autant que possible. Mais aujourd'hui je voudrais vous montrer quand même un petit peu. Donc je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc d'abord, on va faire une petite pause. Donc d'abord je vais vous montrer les fameux êtres bleus, ceux qui sont des spécialistes de la géométrie qui j'ai vu la première fois. Donc je sais pas si on peut voir là. Voilà, j'avais fait une petite peinture. Donc c'est pas le reflet tout à fait de la réalité, mais c'était une de mes peintures. Ensuite, j'avais fait un petit... Alors d'abord, il y avait les chats bleus, mais les chats bleus... Bon, je retrouve pas ma peinture et je crois que j'avais fait une sculpture qui est dans ma jardinière. Donc, je parlais beaucoup des chats bleus. Voilà. Et ensuite, alpha. Et ensuite... ça, c'est ceux-là, en fait... les vrais, on va dire. Alors là, c'est une déesse bleue. Déesse bleue sur la terre avec les spirales. C'est en lien avec les spirales, bien évidemment. Là, chat bleu, déesse bleue. Il y avait ceux-là dans la bulle. Donc, non, ça c'était la femme. Voilà, donc ça c'est la fameuse sphère dans laquelle j'étais rentrée, qui est multicolore en fait, qui était venue autour de moi à un moment donné, et qui est multicolore et qui dont les couleurs sont vivantes et en fait qui a eu un effet de régénérescence sur mon corps. Et ça, quand j'étais sur les routes en camion, ça, c'était souvent autour de moi, tout le temps. Même, et souvent la nuit, j'avais ce genre de processus avec des... Mais c'est, voilà, c'est il y a quelques années en arrière que j'ai expérimenté cette sphère en pleine conscience et avec cet être bleu qui est venu. Et donc, je réfère en fait ces informations dans mon petit livret, ma rencontre avec les êtres bleus. Ma rencontre avec les êtres bleus, vous pouvez trouver mon petit livret sur ma page, pas ma page, sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. Vous allez dans e-book ou ouais, e-book je crois, et j'ai mis ces photos puis j'explique en fait ma rencontre avec les êtres bleus pour celles et ceux en fait qui cherchent des informations sur les êtres bleus. Il y a beaucoup de corrélations avec les êtres de Sirius, etc. machin. Mais moi j'ai jamais fait de lien avec Sirius. Enfin, j'en ai fait peut-être une fois parce que des fois j'étais en lien avec cette étoile. Mais j'ai pas mis en lien ces êtres bleus avec Sirius parce que c'est le grand truc relayé par le New Age. Et moi je me méfie des grands trucs, des généralités. Voilà, tu viens de Sirius, il y a tout un mouvement de Sirius, Sirius A, Sirius B, etc. C'est peut-être une réalité, mais j'essaie de ne pas rentrer trop dans ces mouvements pour pas être influencée dans ma propre réalité qui est propre à qui je suis. Et si je suis influencée par ça, je perds mon fil de ma réalité. Donc du coup, je m'assimile pas, j'essaie d'écouter à l'intérieur de moi les informations, et si ça se corrèle avec ça, tant mieux. Mais voilà, mais souvent les gens ont tendance à matcher par croyance et non pas par expérience ou savoir direct via la conscience universelle. C'est des distinctions, elles sont ce qu'elles sont, mais voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ces fameux êtres,